Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Dans ce podcast, nous abordons avec Alizé Fillon le sujet omniprésent partout autour de nous de la communication responsable. Avant de l'écouter, voici une annonce de notre partenaire et sponsor. Ce n'est pas une question géographique. Ce n'est pas une question éthique. Ce n'est pas une question écologique. J'en ai rien à foutre de votre planète. En fait, ce n'est même pas une question du tout. L'énergie doit être rentable. C'est notre responsabilité. Notre engagement pour nous tous. Global Energies, engagé pour une énergie qui rapporte gros à nos actionnaires. Et tant pis pour la planète. Écoute, c'est Chandail et Chignon. Alizé Fillon nous parle de communication responsable. Alizé Fillon, quel parcours personnel ou professionnel vous a amené à devenir une experte en matière de communication responsable ? Tout d'abord, je ne me considère pas du tout comme une experte, dans le sens où je suis plutôt une humaine en apprentissage. On est tous les jours en train d'apprendre un peu plus. La communication est un domaine qui bouge énormément. Il y a besoin d'une veille vraiment permanente. Et tout comme en fait les sujets d'écologie, transition écologique, etc. On apprend tous les jours nos impacts, comment s'améliorer. Il y a des nouvelles technologies ou pas qui nous permettent de s'améliorer. Donc voilà, en tout cas, un apprentissage permanent. Donc j'ose pas m'appeler experte. Et sinon, pour répondre à la question, moi je suis sensible aux enjeux environnementaux depuis très jeune. Donc c'était assez naturellement que je voulais apporter ces valeurs personnelles dans mon métier. Et c'est un peu ce qui m'a animée en fait professionnellement parlant. Donc c'est pour ça qu'en 2021, avec mon associé Pierre Chapsal, nous avons décidé de monter l'agence de communication Albert l'Amicale Créative pour valoriser les actions en faveur de la transition écologique. Quel est votre cursus qui vous a amené à travailler dans cette thématique ? Le cursus précisément, communicant, c'est assez classique, les écoles de com un peu standard. Et sur la partie environnement, c'est des rencontres principalement au sein de la pratique de mon métier de communicante, et notamment un remplacement à l'agence de la transition écologique, à l'ADEME, où j'ai pu vraiment travailler sur ce cœur de sujet de l'environnement en fait. Justement, le cœur du sujet, de quelle façon la communication devient-elle responsable ? Alors la communication, elle devient responsable à partir du moment où on prend le processus de création d'une campagne de communication telle qu'elle soit, vraiment dans sa globalité. Donc on va commencer sur la phase de réflexion de cette communication. Est-ce que j'en ai besoin ? Quel est le message que je veux porter ? Jusqu'à en fait sa diffusion. Donc les plateformes que je vais utiliser, les supports que je vais utiliser, mais il y a aussi toute la conception de ces supports. Enfin voilà, il y a plein de sujets qui vont être pris en compte. Donc ça va être sur tout le cycle de vie de cette communication. Quels sont les acteurs avec lesquels je vais travailler pour mettre en place cette communication ? Quel message je porte ? De quelle manière voilà. C'est vraiment un processus très complet en fait. Et justement, sur quel support, quelle plateforme on travaille de façon responsable ? Il n'y a pas vraiment de plateforme ou de support défini. Nous, on a tendance à dire que le moins, c'est le mieux. Enfin, c'est le fameux less is more. En fait, c'est un peu ça. C'est que nous, on pousse à faire juste ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on a des messages à porter, on le comprend. Maintenant, comment est-ce qu'il est fait ? Est-ce que c'est pertinent de faire une communication, ce qu'on appelle une communication 360, où on est vraiment partout et finalement nulle part à la fois parce que dans un espèce de brouhaha. Donc nous, on a plutôt tendance à dire privilégier en fonction de la cible de la communication. Est-ce qu'elle est plus présente sur un réseau social plus que sur d'autres ? Il n'y a pas un support, une plateforme type, c'est vraiment adapté forcément à chaque communication. Mais du coup, il y a un travail en amont important pour bien cibler ces plateformes justement. Et comment les deux concepts se rejoignent-ils de façon concrète ? Par exemple, à travers quels acteurs, quels critères, quels moyens, les enjeux, objectifs et pour quels résultats ? Pour moi, les deux concepts de communication et d'environnement se rejoignent grâce à, on va dire, 4 piliers qui ont été très bien décrits dans le guide de l'éco-communication, justement, qui est sorti en 2022-2023 grâce à l'ADEME, qui était basé sur, en fait, 4 piliers importants. Donc, les messages responsables, donc c'est quel message je porte, lutter forcément contre tout ce qui est greenwashing,
contre les stéréotypes aussi, et puis proposer en fait des récits alternatifs inspirants, montrer qu'une autre façon de vivre est possible et est très agréable, très désirable. Ensuite, il y a un pilier d'éco-conception, mais on peut rajouter un aspect social aussi, donc d'éco-socio-conception. Pour tout ce qui est tous les supports, en fait, c'est comment je prends en compte l'impact environnemental de la communication et comment je fais pour la réduire au maximum, que ce soit des supports numériques, imprimés, etc. Donc il y a vraiment un travail de réflexion en amont. Ensuite, il y a un pilier sur le dialogue avec les différentes parties prenantes d'un projet de communication. Donc là, ça peut être les imprimeurs, ça peut être, si j'ai besoin de professionnels qui enregistrent un podcast, par exemple, dans quelle démarche on le fait, comment ça se passe, comment on peut échanger pour que ce soit le plus responsable possible. Donc voilà, donc ça c'est toujours de la discussion en fait, et c'est une posture de co-construction, et il faut être dans la bienveillance, le partage forcément pour pouvoir construire ensemble. Et le dernier pilier, et moi en fait ces 4 piliers sont vraiment pour moi le lien entre ces 2 mots, entre communication et environnement, hein. Le dernier pilier c'est l'efficacité et l'éthique. Donc en fait c'est vraiment comment avec cette communication je peux chercher l'efficacité maximale. L'optimisation en fait c'est un peu ce que je disais juste avant, comment mon support peut être le plus pertinent possible pour éviter qu'il soit partout, mais plutôt au bon endroit, au bon moment pour les bonnes personnes. Voilà. Vous avez évoqué l'ADEME, vous pouvez juste nous dire de quoi il s'agit ? Oui, l'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique. C'est un établissement qui est sous tutelle du ministère de l'écologie et qui traite de tout plein de sujets en rapport avec l'environnement. Comme vous parlez du ministère de l'écologie, il y a en ce moment une campagne de publicité à la télé qui met en scène un dévendeur. Cette campagne a été tout de suite désavouée par le gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Moi, je trouve que c'est un très bon témoin du fait qu'il y a de sensibilité, en tout cas dans la population. Parce que c'est pas qu'une question du gouvernement, finalement. Cette campagne, elle a créé de vives réactions. Moi, je la trouve très bien. Moi aussi, je la trouve très bien. Et puis, enfin, justement, on propose d'autres alternatives. Tout à fait. On ne dit pas que c'est pas bien de consommer. Et en plus, elle est drôle. Et en plus, elle est drôle. Donc, on sort de ce côté un peu dramatique de l'écologie. On propose quelque chose, une alternative de façon humoristique, etc. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant de montrer qu'on ne pousse pas à ne pas consommer. On pousse à consommer de façon plus intelligente. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cet objet ? Pas du tout. Du coup, je vais me dire, si j'en ai pas besoin, qu'est-ce que je fais là, en fait ? Et en fait, c'est juste ça, la question. Moi, je la trouve très bien aussi, cette campagne. Mais du coup, ça divise. Il y a des gens qui se sentent menacés. En fait, si on prend les commerçants, ils se sentent menacés en se disant mais si tout le monde va dans ce sens-là, moi, on va plus m'acheter. Moi, je suis un petit commerce de proximité, j'ai besoin qu'on vienne acheter des choses chez moi. Alors qu'en fait, finalement, eux, ils sont pas concernés, on va toujours aller chez eux. Comment rendre la communication responsable, pertinente et efficace face à la profusion de contenu en réalité ? C'est vrai qu'on vit dans une société où règne en fait ce qu'on appelle l'infobésité. Il y a vraiment de l'info partout, tout le temps, plus ou moins rapidement conçue. Alors souvent c'est très rapidement, donc c'est pas forcément très pertinent. Il y a cette infobésité, il y a aussi une grande défiance envers les entreprises et les institutions qui est présente. Il y a aussi toute cette communication qu'on appelle un peu la communication bullshit, qui est très omniprésente et qui du coup parasite un peu l'éco-communication justement. Des contestations sur les systèmes, il y a beaucoup de questions qui sont soulevées, il y a des enjeux de réputation. Enfin voilà, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être des freins à une éco-communication. Et donc du coup, moi je trouve que c'est un challenge parce que la communication qui a existé d'une façon très basique, on va dire, sur le mythe de la croissance infinie, en fait, doit se réinventer. On a bien conscience des enjeux planétaires, en fait, finalement, des limites planétaires, et on est en train de se dire, comment on continue à communiquer, mais mieux, plus intelligemment, et puis en accord avec les termes de sobriété, de futur désirable et durable, en fait, sur Terre, quoi. Pouvez-vous nous donner des exemples précis de ce qu'est une communication responsable réussie ? Et même question pour une communication responsable ratée.
Pour commencer par le positif, il y a quelque temps, j'ai travaillé avec la directrice de la communication de la ville de La Rochelle, qui a mis en place une charte globale sur les différentes orientations à prendre en termes d'éco-communication, les différentes actions à mener, et du coup sur tous les aspects de la communication. Donc il va y avoir sur l'aspect de créa graphique, les créas web, audiovisuel, etc. Donc ça peut concerner le poids des documents, le type de typographie qu'on utilise, la graisse de la typo, voilà, ça peut parler de la mobilité quand on se rend sur un tournage. Il y a tout ce qui est aussi les événements, les manifestations sportives, culturelles. Donc là, c'est par exemple une autre charte, qui est une charte spécifique sur les éco-manifestations, où il y a vraiment des personnes qui sont dédiées pour accompagner les organisations d'événements pour qu'elles soient le plus durables possible. Il y a forcément de la sensibilisation autour de l'économie circulaire, du tri, etc. Ça concerne aussi les relations publiques avec les réceptions, les cérémonies protocolaires. Donc on va parler de zéro invitation imprimée, on va parler de restauration responsable, etc. Et puis le dernier point qui est abordé dans cette charte, c'est l'imprimerie. Comment on limite les chutes, comment on va travailler sur le grammage du papier, utiliser des papiers avec des labels, etc. Donc en fait, c'est un document sur lequel il communique aussi, puisqu'il faut communiquer aussi sur les bonnes actions qu'on met en place, et qui en fait touche tous les acteurs de la ville qui sont amenés plus ou moins à travailler sur des notions de communication. Et donc pour moi, ça c'est vraiment un bon exemple. C'est de l'intelligence collective en fait. On se retrouve, on discute sur quoi et comment on peut s'améliorer, comment on s'y prend. Ensuite, là c'est vraiment, je passe sur un opposé quoi. Sur le mauvais exemple de communication responsable, c'est très actuel en ce moment sur cette sphère à Las Vegas. Je sais pas si ça vous parle, mais il y a une sphère qui fait 112 mètres de haut, 157 mètres de large. À l'intérieur, c'est une salle de concert remplie d'écrans, etc. Ça a été inauguré par U2 là, il y a quelques jours. Et à l'extérieur, donc il y a aussi des écrans. Ça représente 54 000 mètres carrés de panneaux LED qui diffusent nuit et jour des choses, donc principalement de la publicité. Il y a des marques qui louent cet espace. Ça devient un panneau publicitaire géant, sphérique, et on voit que ça depuis la route en fait. Depuis les étoiles. Ouais, bah, sûrement, je sais pas si ça se voit depuis l'ISS, mais c'est peut-être possible. Non, c'est vraiment, c'est une aberration forcément en termes de pollution publicitaire. Bon, après, je suis pas sûre qu'à Las Vegas, ça soit vraiment ça qui leur pose problème, mais en tout cas, on n'est pas du tout dans de la communication responsable. Il y a de la pollution visuelle, la luminosité, forcément, a un impact sur la biodiversité. Il y a de la pollution énergétique. On parle même pas des ressources qu'il a fallu pour construire ça, etc. Enfin voilà, une aberration totale. Donc là, on n'est pas du tout... personne ne s'est réuni en se disant « Excusez-moi, c'est pas très écolo. » Donc La Rochelle 1, Las Vegas 0. C'est ça. Chandail. Chignon, Chandail et Chignon. le podcast Le podcast. des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ouh là là. Est-ce que vous pensez que cette communication responsable, elle répond à une demande du public réel, ou est-ce qu'elle est finalement imposée au public ? Il y a un peu des deux. C'est-à-dire que c'est la preuve avec la campagne de l'ADEME. Il y a une partie de la population qui l'a très bien pris et qui disait « mais enfin, c'est ça qu'on voulait !» Donc comme quoi il y a une part de la population qui attend de la communication vraiment responsable avec des messages forts. Et puis une partie de la population qui va pas se sentir concernée, voire même menacée. Je vais être menacée dans mon confort, ou alors je vais être menacée avec mon commerce. Voilà, il y a cet aspect-là. Donc là, vous parlez de la campagne de publicité dont on vient de parler au sujet des vendeurs. Exactement, oui. C'est pour ça qu'il y avait des petits couacs dans le gouvernement, puisque en fait le ministre de l'écologie soutenait cette campagne. Donc là, ça faisait des... Pas celui de l'économie, manifestement. Exactement, voilà. Ça fait des petits couacs, on les laisse dans leur discussion. Voilà. Donc en tout cas, il y a une demande du public, c'est sûr, elle existe. Forcément, ça s'impose, puisque... je le redis, il y a des enjeux environnementaux qui sont hyper importants. En fait, on subit tous déjà les conséquences du réchauffement climatique. Ici, dans la région bordelaise, un mois de pluie diluvienne non-stop, c'est pas normal en fait à cette période. C'est un événement exceptionnel qui est lié au climat. Et on sait que le dérèglement climatique est en grande partie dû à l'homme. Donc voilà, on vit déjà des conséquences du réchauffement climatique, ça s'impose. On est obligé de communiquer différemment, on est obligé de proposer autre chose, d'autres messages et de manière différente.
Et quelle est la part du public qui, selon vous, est vraiment réceptive à ce type de communication ? Est-ce qu'elle est identifiée ? C'est difficile à dire parce qu'en fait il y a des écolos entre guillemets naissants qui sont un peu partout. Il y a des tranches de population, mais moi en fait j'aime pas trop donner des étiquettes, donc je fais volontairement assez vague. Je pense qu'on a tous quand même une part de sensibilité. Il y a un côté un peu égoïste, c'est-à-dire que quand il est censé faire froid mais que finalement il fait chaud, on est content. Donc il y a une part voilà, mais et puis même un écolo peut des fois se dire c'est chouette qu'en octobre il fasse 25 degrés. Oui, mais enfin c'est pas trop normal. Voilà. Donc il y a plein d'incohérences aussi. Donc voilà, on ne saurait pas l'identifier. Je ne veux pas l'identifier, moi, à mettre d'étiquettes principalement dessus. Et pour vous, qu'est-ce qui est le plus satisfaisant lorsque vous travaillez sur ces questions ? Et de la même façon, qu'est-ce qui est le plus frustrant ? Ce qui est le plus satisfaisant, c'est vraiment la quantité d'échanges que ça provoque de parler de communication responsable, parce que même si on n'a pas identifié le nombre de personnes qui sont sensibles à ce type de communication, en tout cas on voit que ça titille, c'est un sujet de conversation, et du coup créer de l'échange, un peu du débat, essayer de comprendre les problématiques des uns et des autres, de comment ils peuvent par exemple modifier leur secteur d'activité sans pour autant perdre de part de marché, ce genre de choses. Voilà, c'est ça que je trouve très intéressant, moi, et très satisfaisant. Offrir de vraies solutions. Exactement, proposer des vraies solutions et puis essayer de convaincre aussi, parce que forcément, tout le monde n'est pas convaincu. Et puis, il y a ce petit truc en plus de faire la bonne chose. Enfin, le plaisir de faire une bonne action, pas que pour soi, en fait, pour tout le monde, quoi. Et ce qui est frustrant ? Et ce qui est frustrant, c'est un peu lié avec ça aussi, hein, c'est que... De ne pas y parvenir. C'est ça, c'est que pour certains, c'est compliqué. Et puis, pour certains clients, si je donne un exemple d'organisation d'événements, le client avait signé pour un événement éco-responsable, etc. Et puis, en fait, au moment de le réaliser, il y a des pressions qui viennent de droite à gauche sur ses petites épaules. Et donc, du coup, l'événement, forcément, s'éloigne de l'éco-responsabilité qu'on avait prévue au début. Et donc, du coup, nous, il y a à la fois une part de dissonance cognitive en disant mince, moi ça correspond pas à mes valeurs, mais bon, on a signé, on est obligé de... Voilà. Donc il y a ces petits côtés un peu frustrants. Tout à l'heure, vous avez évoqué très rapidement le greenwashing, donc je vais vous laisser nous expliquer de quoi il s'agit. Et comment on fait pour que la communication responsable ne devienne pas du greenwashing ? Alors le greenwashing, c'est des pratiques de communication qui sont... trompeuses en matière d'environnement. Le sujet, c'est vraiment c'est le fameux green, c'est la partie environnement. Le but du greenwashing, c'est d'essayer de tromper ou de s'appuyer sur un élément écologique d'un produit pour en faire le produit idéal, c'est celui qu'il faut absolument acheter. Si je donne un exemple concret, on peut parler des voitures électriques, ça parle à tout le monde. La voiture électrique, lorsque ce n'est pas un SUV électrique, est une solution qui est meilleure que le véhicule thermique, ok, mais si ma voiture fonctionne, j'ai pas forcément besoin de changer tout de suite ma voiture, c'est quand même mieux d'utiliser les transports en commun ou au moins de faire du covoiturage, etc. Donc en fait, on va s'appuyer sur la voiture est électrique, c'est la voiture du futur, elle est géniale, il vous la faut absolument. C'est une forme de greenwashing en fait. Ensuite, comment l'éviter ? C'est en travaillant justement sur les principes un peu évoqués plus haut des piliers qui sont dans le guide de l'ADEME, c'est-à-dire travailler sur la communication vraiment dans sa généralité. Faire en toute humilité le travail de réflexion sur quel est mon message, comment je l'impose, parce que la communication, c'est imposer un message en fait aux gens. Donc c'est comment j'impose ce message, est-ce que vraiment j'ai besoin d'une nouvelle voiture ? Voilà. Pour rester sur la voiture électrique, est-ce que dans 50 ans, on va pas se demander mais qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces batteries qu'on ne sait pas recycler ? C'est exactement ce qui pose problème en fait aujourd'hui. Mais c'est des questions que certains ne veulent pas se poser en fait. C'est volontairement mis comme ça dans le flou. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Et puis en fait, combien de temps on va pouvoir fabriquer de ces batteries-là en fait ? Parce que ça demande des matériaux qu'on n'aura peut-être plus aussi. Même dans l'après, ça va être genre juste comment on va faire pour les faire. Il y a énormément de débats là-dessus. En plus, c'est pareil, ça nous fait rentrer dans des débats pareil sur le nucléaire, etc. Il faudrait des émissions et des émissions, et puis beaucoup de débats. C'est des sujets qui sont très complexes. Ouais. Quel aspect de votre activité actuelle préférez-vous ? C'est un peu en lien avec ce qui était le plus satisfaisant, c'est-à-dire c'est vraiment l'échange permanent, et du coup c'est aussi en lien avec l'apprentissage en continu. On se nourrit des uns des autres, parce qu'on se nourrit aussi de ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, forcément.
Et moi, je trouve que ça, c'est super enrichissant. Et quels sont vos principaux partenaires ? Comment les choisissez-vous ? Et sont-ils vraiment responsables ? Notre ligne directrice, elle est plutôt orientée sur comment optimiser et valoriser au mieux notre travail. Nous, notre travail de communicant, mais aussi ce que fait le client ou ce que fait le prestataire. Voilà, c'est une question d'optimisation. Et c'est finalement ça qui nous rapproche de la sobriété. Et justement, quelles activités pensez-vous développer ou pousser plus en avant et de quelle façon ? Nous, on essaie vraiment c'est notre souhait principal en tout cas, que l'on comprenne que communiquer de façon responsable, c'est communiquer moins et mieux. Comme en tant que citoyen, on croule tous sous la publicité, les campagnes de com, on sait plus citer des noms de marques que des noms d'oiseaux ou de plantes. On veut vraiment revenir à du message simple et pertinent. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que la solution, c'est pas de choisir un seul réseau social plutôt que d'être sur tous. C'est un peu de la pédagogie qu'on va faire auprès de nos clients, ce qu'on essaie de pousser pour leur montrer qu'en fait, moins c'est mieux. Et donc nous, notre petit dicton à l'agence, c'est juste ce qu'il faut, quoi. Très bon dicton. Alors on va terminer sur une note un peu plus légère peut-être. On peut s'éloigner du sujet ou pas, c'est à vous de voir. 3 choses que vous aimez et 3 choses que vous n'aimez pas. De façon générale, c'est très général. Dans les choses que j'aime beaucoup m'émerveiller devant des choses très simples. Des feuilles d'automne au sol, un petit rayon de soleil qui passe à travers des branches, ça j'adore. J'adore vivre dans la nature avec des animaux. Et puis j'adore créer des choses de mes mains, avoir cette satisfaction-là. Et ce que je n'aime pas, c'est le manque d'humanité qu'on voit partout tout le temps, particulièrement en ce moment. La vie à 100 à l'heure, c'est important de ralentir, je pense. Et puis la coriandre. Fin parfaite. Merci beaucoup. Merci à vous. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Chandail et Chignon. Chandail et Chignon. C'était pas très intéressant.